Bonjour et bienvenue au Studio Aérocosmos dans lequel nous avons la chance aujourd'hui de recevoir une spécialiste des drones et de la guerre navale avec Aurore Noche-Vander. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes directrice drones et systèmes autonomes et des systèmes d'armes sous-marins pour Naval Group, c'est bien ça? C'est ça, oui. Première question, on voit une évolution dans les dernières années de la guerre navale, on voit des menaces asymétriques de plus en plus fréquentes avec finalement une low-costisation de la capacité d'être attaqué, même pour des armes, même pour des armées, même pour des marines occidentales très évoluées. Comment est-ce que vous percevez cette évolution? Alors effectivement, ce qu'on constate depuis de nombreuses années maintenant dans la partie aérienne se transpose de plus en plus dans le domaine naval, avec une multiplication des menaces et un spectre de plus en plus large de typologies, de vecteurs qui viennent intervenir dans le combat naval, notamment les expériences récentes en mer Noire ou en mer Rouge montrent qu'on est face à des menaces qui sont de plus en plus simples, agiles, déployées dans un temps très très court et qui sont capables d'évoluer là aussi très vite et qui posent de nouveaux types de menaces pour les navires armés traditionnels. C'est-à-dire que quand on regardait par exemple la piraterie maritime, on avait trouvé des solutions avec des jets d'eau, avec des systèmes qui faisaient du bruit pour que les pirates fassent demi-tour parce que c'était douloureux. Mais face à par exemple l'USS Cole, où c'était simplement une sorte de petit bateau téléguidé explosif, là, qu'est-ce qu'on a mis en place pour se protéger contre ces menaces? Alors effectivement, on est face à une nouvelle typologie de menace qui nécessite de gagner en rapidité de réaction. C'est des menaces qui ne sont pas forcément évidentes à anticiper et à repérer loin à l'horizon, donc il faut être capable, dès qu'ils apparaissent, d'être en mesure de réagir et d'avoir des effecteurs qui sont adaptés à la menace là aussi pour pouvoir neutraliser les vecteurs qui arrivent. Ça veut dire des capteurs qui peuvent identifier des robots plus ou moins semi-submersibles, ou voire même totalement submersibles. On a vu par exemple la marine ukrainienne qui met en œuvre maintenant des vrais sous-marins de plusieurs mètres de longueur, qui sont des sous-marins suicides. Ça veut dire qu'il faut augmenter aussi la capacité de détection en guerre sous-marine, en guerre au-dessus de la surface et en système aérien de basse vitesse. Oui, alors effectivement, la particularité avec ces domaines-là, enfin ces vecteurs-là, c'est qu'ils prennent des formes multiples. Et donc, toute la capacité à les détecter le plus vite possible, et donc les systèmes de caméra, mais aussi les technologies autour de l'intelligence artificielle qui vont permettre de faire du traitement d'image accéléré et être très rapide sur la chaîne décisionnelle pour l'engagement, vont être très importants. Et que ce soit la menace sous la mer, à la surface ou même aérienne, avec derrière des problématiques d'énigmes d'accès ou de brouillage qui sont d'autant plus importants dans le contexte actuel. Donc ça permet d'éviter par exemple qu'un drone télépiloté puisse continuer à aller jusqu'à son impact puisque le pilote lui-même perdrait la communication. C'est le genre de menace. Oui. L'enjeu autour des communications et le brouillage de la cible pour que le drone ne soit plus capable de savoir où se trouve sa cible et fait partie des points les plus importants. Et est-ce qu'on renforce aussi les bateaux? Est-ce qu'on a des nouveaux canons, comme par exemple il y avait le Phalanx à l'époque, ou qui est toujours opérationnel aujourd'hui, donc des nouveaux styles de Phalanx, peut-être des armes laser, telles qu'on le voit également, qui sont développées dans certains pays? Est-ce qu'on met du blindage plus épais sur certains endroits du navire? Alors là, pour le coup, les navires actuels, en tout cas pour la partie française, et je vais parler sur les navires construits par Naval Group, mais intègrent une capacité de résistance à la menace qui est déjà très importante. Les problématiques techniques auxquelles on va faire face, c'est effectivement être capable d'avoir une réponse graduée à la menace et effectivement on travaille sur des technologies liées au laser ou liées aux chaînes d'artillerie en étant capable déjà très rapidement d'équiper les navires sur les bonnes capacités qui existent déjà et préparer à l'avenir avec notamment les technologies laser. Effectivement, c'est un bon exemple. Et quand on regarde ce qui s'est passé, encore une fois, je regarde le retour d'expérience avec l'Ukraine, on ne sait toujours pas qui est en cause, mais les fameux pipelines Nord Stream au fond de la mer Baltique ont été détruits. On ne sait toujours pas par qui ni de quelle manière. Qu'est-ce qu'on fait également pour se protéger, pour protéger nos infrastructures vitales, que ce soit les nœuds de communication, les systèmes d'Internet? Parce que là, on est sur la guerre des fonds marins. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous travaillez également?
En fait, beaucoup d'États s'intéressent à cette thématique de maîtrise des fonds marins et typiquement, c'est une thématique qui a été officialisée dans une feuille de route étatique avec différents systèmes qui sont à l'étude avec la DGA et la Marine nationale, que ce soit des ROV, donc des robots qui sont capables d'aller à grande profondeur, mais aussi des drones qui auront une capacité d'aller jusqu'à 6000 mètres. Et qui sont, avec là pour l'instant 2 candidats qui sont testés par la Marine nationale, un de Exail et l'autre le drone Huygens, qui est aussi en test. Et alors, ça veut dire quoi? On les laisse, puisque vous parlez de la différence entre les ROV et les drones sous-marins. Dans un cas, c'est téléopéré, et dans un autre cas, il va se débrouiller tout seul, il va faire des allers-retours au-dessus des pipelines? Alors dans un cas, en fait, c'est même plus que téléopéré. Il y a le cordon ombilical qui lui permet de recevoir en direct ses commandes, et donc il n'a aucune autonomie, le robot. Alors qu'un drone, là pour le coup, ce type de drone-là, pour l'instant, est plutôt monomission, téléopéré ou préprogrammé. Il va réaliser la mission qu'il a à faire, et puis après, il rendra compte une fois qu'il sera récupéré. Et quel type de mission on peut imaginer pour les drones navals sous-marins? Je sais pas, est-ce qu'ils peuvent faire de la maintenance, même pour aider les navires de la Marine nationale pour éviter de retourner au port? Est-ce qu'on peut imaginer de la protection, des senseurs déportés? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Alors, spécifiquement sur la thématique de la maîtrise des fonds marins, en fait, il y a différentes typologies de champs d'application. Il y a déjà une thématique d'observation, apprendre à connaître les fonds marins. Il y en a une autre qui est plus dans l'ordre de la surveillance et la capacité effectivement à réparer si jamais il y a besoin d'intervenir à très grande profondeur. Il y a aussi toute la thématique de la récupération des épaves qui est un sujet en soi. Et puis il y a le volet plus offensif où là il y aura l'apport des drones dans un complément aux navires habités. Alors, mais quand vous parlez de drones offensifs, ça veut dire quoi? Qu'ils vont aller tirer une torpille depuis un peu plus loin pour pas que le sous-marin soit détecté? Ou alors ça veut dire on va détruire des mines sous-marines, par exemple? Alors ça peut être, là encore, un champ d'application très vague. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur le domaine des drones, finalement, ça peut être un complément capacitaire de beaucoup de missions qui sont actuellement réalisées, voire des missions qui sont aujourd'hui hors de portée parce que trop chères ou qui mettent trop en danger les navires habités. Donc typiquement sur la guerre des mines, effectivement, aujourd'hui, on est en train de développer toute une suite de drones qui seront capables d'avoir ce qu'on appelle une toolbox qui permet d'agir, enfin de détecter et d'agir sur les mines sans mettre le navire porteur dans la zone de risque. Et donc effectivement, on a toute la complémentarité de drones aériens, de surface et sous-marins qui vont travailler de concert pour ensuite détecter et neutraliser les mines. Et les drones navals et sous-marins, est-ce qu'on pourrait imaginer de les faire, par exemple au dernier salon Euronaval, il y avait une jolie présentation dans laquelle on voyait qu'il y avait le gros sous-marin qui ouvrait une sorte de trappe de laquelle partaient des plongeurs ou alors d'autres robots. C'est quelque chose qui est réellement à l'étude, et c'est quoi les échéances de développement? Alors effectivement, ça c'est un autre pan des apports potentiels des drones. En fait, il y a 2 branches possibles. Une fois qu'on parle du drone mis en œuvre depuis un navire, soit on le considère comme un bras étendu du navire, et donc il va permettre de donner de l'allonge pour repérer plus loin ou plus vite. Et là, on est vraiment sur une logique collaborative entre le drone qui va repérer, voire agir dans certains cas, et le navire qui aura, avec toute une logique de situation tactique étendue et de combat collaboratif connecté. Et puis il y a le domaine des drones type système autonome, qui sont capables de réaliser en toute autonomie leur mission. Et donc là aussi, ils peuvent être mis en œuvre depuis un sous-marin ou un bâtiment de surface, mais après, ils sont capables d'être autonomes pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire demain plusieurs semaines, réaliser leur mission en toute discrétion, se reconfigurer en fonction de l'environnement ou de conditions d'exploitation qui leur sont propres, et venir ensuite être récupérés par le navire habité. Mais là, on parle toujours de drones quand même très très perfectionnés. Est-ce que Naval Group travaille aussi sur les drones ultra low cost, les drones kamikazes qui coûtent le prix d'un jet ski et qui sont utilisés par exemple massivement par les Ukrainiens?
Alors, une des spécificités de Naval Group, c'est d'avoir un positionnement très étendu sur la chaîne de valeur. Et donc, on a nos propres solutions de drones et de systèmes autonomes, où effectivement, on est plutôt sur des systèmes qui sont assez autonomes et qui seront capables de donner une vraie plus-value capacitaire aux forces marines. Mais on travaille aussi à l'intégration de drones faits par d'autres. Et donc, il y a tout le volet de comment est-ce que je travaille avec d'autres dronistes pour intégrer leurs solutions et assurer une parfaite intégration, tant physique que fonctionnelle, de leurs solutions, que ce soit des drones seuls ou en essaim. Donc de la même manière que Thales ne va pas faire les drones kamikazes à 500 €, vous laissez à d'autres le soin de développer ces petits drones, mais vous pouvez éventuellement les intégrer dans les futurs navires. Exactement, on n'a pas vocation à faire 100% des drones. En revanche, bien connaître l'écosystème, bien identifier quels drones sont capables de répondre à quelle typologie d'emploi et en faire une offre globale, ça fait partie des enjeux pour Naval Group. Et donc cette prise de hauteur, c'est vraiment pour intégrer l'intégralité, enfin intégrer les drones des trois types dans le combat naval, dans le combat collaboratif, c'est vraiment ça l'objectif final? On peut imaginer des drones sous-marins qui sont capables de approcher la zone d'intérêt, eux-mêmes mettre en œuvre d'autres types de drones pour que tout se fasse en totale discrétion. Et donc ça, encore une fois, on est sur des systèmes qui sont totalement autonomes, c'est-à-dire que vous développez aussi l'intelligence artificielle. Oui, alors nous, on parle d'autonomie décisionnelle contrôlée, c'est-à-dire que nos systèmes autonomes, en fait, on leur fixe un objectif, une mission à réaliser qui est vraiment de haut niveau. Typiquement, on va faire une mission de reconnaissance dans telle zone. On lui donne un champ de contraintes spatiales et temporelles, et c'est lui-même qui planifie sa mission, qui propose des options à l'opérateur. L'opérateur, il est soit à bord du navire, soit sur un centre à terre. L'opérateur valide la mission, tout ça est chargé dans le cerveau du système autonome, et après il réalise sa mission, il rencontre régulièrement et il est capable lui-même de se reprogrammer s'il rencontre des imprévus ou même une replanification de mission en cours d'exécution. Ça, c'est quelque chose qui est possible grâce à l'autonomie décisionnelle contrôlée. Okay. Et quand on parle d'échéance, parce qu'on sait, alors il y a une urgence opérationnelle de remonter en volume et en masse dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air également, est-ce qu'on se prépare pour être prêt tout de suite rapidement, ou on a des échéances qui sont un petit peu plus lointaines, au-delà de 2030 ? Alors effectivement, la capacité à accélérer est clairement un enjeu pour l'ensemble des acteurs du domaine, hein. D'autant que, en fait, c'est une des spécificités dans les drones, c'est que, notamment sur les petits systèmes dont on parlait au début, beaucoup sont issus de technologies qui viennent du civil, avec une capacité de rapidité d'upgrade qui est très importante. Ce qu'on voit moins traditionnellement dans les systèmes militaires, mais qui est de plus en plus le cas. Donc typiquement chez Naval Group, on approche une logique de développement incrémentaux très rapide, en se disant on a un premier produit qui est pas forcément très perfectionné en termes de performance atteignable, mais qui permet à la fois de tester les cas d'emploi, l'intérêt de telle ou telle technologie pour un cas d'emploi considéré, et puis de vérifier rapidement si on répond à un besoin ou pas. Et en revanche, on leur donne un potentiel d'évolutivité pour ensuite s'adapter rapidement à la démarche, à l'évolution de la menace. Et les exigences françaises sont les mêmes que celles de vos clients à l'étranger, ou aujourd'hui vraiment tout le monde avance à la même vitesse ? Alors il y a différents types de maturité, je pense, dans l'expression des besoins. Alors ceux qui sont les plus avancés sont dans le domaine plutôt les anglo-saxons, hein, qui ont clairement affiché une parfaite complémentarité entre les systèmes dronisés et les navires habités. De plus en plus de marines évoluent aussi sur leur format de flotte à un horizon 2030 ou décennie 2030, là aussi en misant sur la complémentarité, et aussi bien dans les domaines sous-marins que dans les domaines de surface. L'Australie vient de sortir sa nouvelle stratégie navale et là aussi insiste très fortement sur la dronisation de la flotte. Donc après, tout va dépendre en termes de typologie de besoins du milieu dans lequel les marines vont évoluer. Il y en a qui seront beaucoup sur du défensif, de la couverture de zone, savoir occuper le terrain et faire du déni d'accès. Il y en a d'autres qui seront plus dans un domaine offensif,
Certains seront sur du collaboratif entre un navire armé et un drone. D'autres marines qui ont des problématiques importantes de gestion des ressources humaines vont chercher plutôt à avoir des drones qui sont capables d'occuper la surface sans mettre en œuvre Sans nécessiter beaucoup de monde. voilà, Ouais. des navires, Singapour, des par navires exemple, habités. depuis des années. Voilà, donc il y a vraiment des typologies très variées dans les besoins. Ce qui fait l'intérêt de ce marché qui est encore naissant, on va dire. Et on va rappeler que Naval Group est un champion européen, mais également énormément de clients à l'export en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient. Donc on a une vision globale. C'est vrai que ça permet d'avoir une vision stratégique de tout ce qui se passe partout dans le monde. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir de nombreux clients à l'international. Eh ben, Aurore, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Aéricosmos.